Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors pourquoi les marchés bougent? C'est une question quand même capitale qu'il faut se poser. Alors cette vidéo est la suite logique de la vidéo précédente que je vous invite vraiment à regarder. Je tiens à vous remercier quand même pour les commentaires que vous m'avez laissés. Vous imaginez même pas la quantité de plaisir que ça me procure de lire vos commentaires. Parce que je me rends compte finalement que vous vendre une formation à 2 balles sur les supports et les résistances que vous pouvez d'ailleurs trouver sur Internet ou encore vous recommander à un broker éclaté au sol qui veut juste vous la faire à l'envers, c'est pas vraiment la chose qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des retours comme ça. Je lis à travers ces retours de la reconnaissance et que je suis en train d'avoir un impact positif sur les gens. Et c'est ça vraiment qui me pousse à faire encore plus de vidéos. Bon, je vais arrêter ma philosophie et on va passer au vif du sujet. Alors, pourquoi les marchés bougent? Si j'ai mis cette question, c'est parce que j'estime que c'est une question capitale. Et vous allez comprendre pourquoi. Mais avant, il faut que je précise 3 choses. Alors, la première chose, c'est du trading court terme. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'order flow est un outil d'optimisation d'exécution. Et on ne peut pas optimiser notre exécution en regardant un chart weekly, par exemple. Il faut regarder les données de plus près. Quand je dis de plus près, ça peut varier de quelques secondes à quelques heures, mais jamais après la fermeture de la session boursière. J'ai eu quand même des questions sur la vidéo précédente où justement on posait la question est-ce que c'est pour du swing? Pourquoi pas? Mais bon, ça commence à faire un peu trop. Pour moi, c'est pour du trading court terme. La deuxième chose, c'est futures, pas de CFD, pas de Forex, parce que les amis, si vous tradez les CFD ou le Forex, vous pouvez arrêter la vidéo, elle va rien vous apporter. Ne perdez pas votre temps. Ici, on parle que futures. Les futures ou les contrats à terme est un marché organisé, listé, régulé, tout ce que vous voulez. C'est un marché où vous êtes sûr que votre contrepartie, c'est le marché. C'est une vraie personne. C'est pas votre broker. Quand vous faites les CFD, quand vous êtes perdant, c'est votre broker qui est gagnant. J'ai un avis un peu extrême sur les CFD, mitigé un peu sur le Forex. J'estime que le Forex est intéressant quand on a une vision institutionnelle, quand on est particulier. Il est plus intéressant d'agir dans des marchés de transparence. Les futures, c'est un marché de transparence par excellence. Quand JP Morgan ou Goldman Sachs lancent un ordre de 200 contrats sur le gold ou sur le pétrole, tout le monde va le voir cet ordre. Parce que c'est un marché de transparence. Et ça, vous ne pouvez pas l'avoir sur les CFD, par exemple, parce que déjà, les volumes, ils ne sont pas vrais. Ils sont faux, les volumes. La troisième chose, les amis, c'est une optimisation, mais pas une déconstruction de l'analyse technique. Alors là, je précise quelque chose. J'ai eu la chance quand même de côtoyer des traders, que ce soit par réseau personnel ou à l'école où j'ai fait mon MBA Trading Finance de marché ou encore par expérience. J'ai eu la chance de côtoyer ces gens-là et je les ai vus avec mes propres yeux faire un malheur sur les marchés financiers grâce à l'analyse technique. Donc de là à avoir l'arrogance de dire que l'analyse technique c'est de la merde, je suis désolé, c'est pas moi. Quand je dis une optimisation de l'analyse technique, je pense notamment à l'approche statistique de l'analyse technique parce que vous allez faire quoi? Vous allez prendre un ensemble de signaux. Ça peut être un RSI au-dessus de la zone de neutralité, avec une cassure de la résistance, avec un engulfing pattern haussier, etc. Et cette confluence de signaux va vous donner un setup que vous allez backtester et vous allez en tirer des informations, taux de réussite, ratio risk-reward, etc. Mais parlons justement risque. Un trader pro, lui, son premier réflexe, c'est pas combien je vais gagner, mais combien je vais perdre. Et c'est là où la beauté de l'order flow est super intéressante. Je vais prendre un exemple, ça c'est un exemple concret. Ça fait maintenant quelques années que je tradais le gold, mais je le tradais activement le gold, sur les futures bien évidemment. Mon risque moyen par trade était entre 30 et 35 ticks par trade. Alors, quand j'ai découvert l'order flow, croyez-moi, ce risque a été divisé quasiment par 10. C'est-à-dire que ce 30 ticks maintenant se sont transformés en 3-4 ticks. 5 gros max, mais 5, ça commence à faire un peu trop. Pourquoi? Parce que l'order flow est un outil d'exécution. Vous exécutez parce que vous estimez que le marché va aller dans votre direction. Et s'il va dans la direction opposée, vous sortez. Ça ne sert à rien de donner au marché le temps de respirer parce que l'order flow est un outil d'optimisation d'exécution. Vous rentrez parce que le marché il va aller dans votre direction. Et s'il va dans la direction opposée, vous sortez. C'est pour ça que votre risque est très maîtrisé. Et pour maîtriser les risques, il faut avoir une bonne exécution. Pour avoir une bonne exécution, il faut avoir quoi? Comprendre le pourquoi des marchés. Pourquoi les marchés bougent? C'est la question la plus importante, la plus capitale qu'il faut se poser. Je me permets de vous mettre cette citation que je trouve juste incroyable. Cette citation a été dite par Anthony Drager. Attends, j'ai pas marqué son nom. Anthony Drager. Et j'ai marqué Trevor Harnett avec lui parce qu'ils étaient les deux, ils travaillent à Market Delta. Je crois que c'est une plateforme qui n'est plus commercialisée, mais c'est grâce à Trevor Harnett qu'on a le footprint. Il faut lui donner du crédit. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui on a ce magnifique outil. Et là, les gars, je vous donne la source. Là, on peut pas faire mieux. Alors, cette citation, c'est If you know how, you will have a job. If you know why, you will be the boss. Si tu sais comment, tu auras un job. Si tu sais pourquoi, tu seras le boss. À toi de choisir ton équipe. Et cette citation me fait penser justement aux commentaires de la vidéo précédente. La moitié de ces commentaires-là, c'était que sur l'outil ou sur le paramétrage. Mais on s'en fout complètement par l'outil ou par le paramétrage. Quel que soit l'outil que vous utilisez, le plus important, c'est de comprendre le pourquoi des marchés. Parce qu'avoir un footprint PDASC, avoir des hedge zones, avoir un delta, etc., tout ça, vous trouverez sur Internet. Mais vous ne pouvez pas avoir une voiture,
alors que vous ne savez même pas la conduire, les amis. Bon, là, je vais arrêter. J'ai fait beaucoup de blabla et on va passer maintenant à un jeu. Pourquoi les marchés bougent? Pour répondre à cette question, moi, j'ai choisi de répondre par un jeu. Parce que comme disait Idriss Aberkan, on apprend par le jeu. On apprend plus rapidement par le jeu qu'un apprentissage classique, quoi. Alors ici, je vous ai mis, ça c'est le premier jeu. Je vais mettre comme ça ici, comme ça je vous dérange pas. Voilà. Donc un jeu très simple, pas très compliqué. C'est un jeu d'enfant, d'accord? Alors à travers ce jeu, moi j'ai envie de vous expliquer le DOM, le Depth of Market. La dernière fois, je vous ai parlé du DOM et du footprint et je vous ai dit que je vais vous expliquer tout ça. Bon, maintenant il faut le faire. Et je vais vous expliquer le jeu rapidement. Ici, vous avez deux équipes. Vous avez l'équipe boule de feu et l'équipe boule de neige. Le but, c'est que l'équipe boule de feu va frapper l'équipe boule de neige. L'équipe boule de neige, c'est les gentils. Eux, ils font rien, ils sont passifs, ils vous regardent. Ils font rien du tout, ils sont que des gentils, ils vous regardent. Et vous, vous êtes les méchants. Vous, vous aurez des boules de feu, vous allez les frapper avec. Et le but du jeu, c'est de finir avec le score le plus élevé. On va donner à Michel 9 boules de feu, Karim 11, Pierre 25. Donc, ce qui va se passer, c'est que on commence du bas vers le haut. On va commencer par Michel. Michel, lui, pour faire bouger le score de 0 à 1, là, on voit 6. On a 6 boules de neige. Donc, il faut qu'il frappe avec ses boules de feu 6 boules de neige, plus la septième pour monter au score suivant. Parce que une boule de neige plus une boule de feu, hop, ça disparaît. Il n'y a plus rien. D'accord? Ben, c'est exactement ce qu'il va faire. Donc, on va le jouer ce jeu. Bon, je vais le jouer plutôt moi, parce que vous me regardez. Ce qui va se passer, c'est que il va frapper avec. Parce que lui, il en a 9, donc il en a plus. Donc là, il n'y aura rien du tout. Il lui reste combien, lui, Michel? Il lui reste 3. Maintenant, il lui reste 3, mais le score n'a toujours pas bougé. Il faut qu'il frappe encore ceux qui sont au-dessus. Et là, il se passe comment? Il se passe quoi? Pardon, excusez-moi, je vais mettre un truc comme ça. Et là, il n'y a plus rien. Et le score, il va monter du coup à 1. Est-ce que vous me suivez? Si vous ne me suivez pas, bah, vous répétez. Hein, c'est un jeu très simple, c'est un jeu d'enfant. Donc ici, il y avait 2, donc Michel, il lui reste qu'une boule de feu. Et ben, tant mieux pour lui, parce que maintenant, il va réduire ça à 6 et du coup, monter le score de son équipe à 2. Michel, il n'a plus rien. D'accord? On va passer à Karim. Karim, lui, il en a 11. Lui, il est énervé, lui. Et là, on voit 6. Donc 11 moins 6, ça fait combien? Ça fait 5. Voilà. Il lui reste 5. Et là, on voit 5. Il va frapper avec ces 5 boules de feu qui lui restent, ces 5-là. Et le score va rester ici. Le score va rester ici parce qu'il fallait une sixième pour que ça monte. Mais là, c'était vraiment une rencontre de boules de feu, boules de neige, une rencontre parfaite. Donc là, il ne lui reste rien du tout. Maintenant, Pierre, il en a 25. Pierre, il va frapper du coup 1 ici. D'accord? Il lui reste 24. Et là, il en a 11. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va frapper les 11. Il va lui rester combien? 24 moins 11, bah, ça fait 13. Je trouve que je fasse des erreurs de calcul, hein, mais bon. Le but, c'est pas de vous apprendre à faire des calculs, mais à comprendre le jeu. Ce jeu-là va vous expliquer le mécanisme. Alors, lui, Pierre, il en a encore 13. Il va frapper ici. Donc, 24 moins 13, ça fait 11. Et il fait monter le score de son équipe à 6. Bravo. Bravo, équipe boule de feu. Vous avez réussi à monter le score de 0 à 6. On va maintenant faire la même chose, mais ça va être un rôle inversé. Déjà ici, Pierre, il n'a plus rien. Maintenant, c'est l'équipe boule de neige qui est la méchante. C'est une équipe agressive. Et c'est cette équipe boule de neige. J'ai marqué le pen Abdelhamid et Chef Mouha. Ah bon, je ne pouvais pas m'empêcher de les appeler comme ça, les amis. Je suis désolé. Alors, Le Pen, elle ou lui, je ne sais pas. On a 11. Abdelhamid, il en a 7. Et Chef Mouha, elle en a 4. Top. Là, ce qui se passe, c'est pareil, hein. D'accord? On va commencer par Monsieur ou Madame Le Pen. Donc, Monsieur ou Madame Le Pen, il en a 11. Donc là, on voit que 2. Hop, il n'y a plus rien. 11 moins 2, ça fait 9. Il lui reste encore 9. Donc, il va frapper les 3 ici. Donc, 9 moins 3, ça fait 6. Là, il n'y a plus rien. On voit ici 18. Donc, 18 moins 6, ça fait 12. Et là, il ne lui reste rien du tout. Mais il a réussi quand même à décaler le score à 2. Je pense que le jeu, il n'est pas très compliqué, les amis, hein. Abdelhamid, lui, il en a 7.
Bah, Abdelhamid, malheureusement, il va pas réussir à faire bouger le score parce que les passifs, on voit 12. L'équipe boule de feu, on en a 12. Et lui, on en a que 7. Donc, ça va faire quoi? Ça va faire 12 moins 7, ça fait 5. Et Abdelhamid, il lui reste rien du tout. Chef Moha, non plus. Donc, ils vont garder le score ici. Le score, il va rester à 2 parce que lui, il en a 4 et l'équipe boule de feu, on a 5. Donc, 5 moins 4, ça fait 1. Et le score de l'équipe boule de neige reste à 2. Donc l'équipe boule de feu a gagné. Ce que vous venez de voir, les amis, c'est le dôme, c'est le carnet d'ordre. Désolé, je vais juste enlever ça. Voilà. Et ça ressemble à ça. C'est un peu les deux équipes qui frappent, chacun frappe de son côté. Les agressifs, les méchants et frappent les gentils, ils font bouger le prix, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas plus simple que ça. Là, vous voyez un score, on va remplacer par le prix. Ça, c'est le prix du marché. Ça, c'est le bid. Et ça, c'est le ask. Les agressifs ici, ils sont les acheteurs parce que c'est eux qui font bouger le marché vers le haut. Et les agressifs à ce niveau, ils sont les vendeurs. Ils font bouger le prix vers le bas. Donc, si je vous demande de retenir quelque chose, si demain j'ai la chance de rencontrer des personnes qui me voient, qui me regardent, et je lui pose la question, pourquoi les marchés bougent, et qui me dit parce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, je vais le bloquer. Je vais jamais lui parler. On va arrêter de parler. C'est un abus de langage. Il n'y a jamais plus d'acheteurs que de vendeurs. Pour chaque acheteur, il y a un vendeur. Mais quand un marché bouge, c'est parce qu'il y a plus d'agressivité. Si le marché bouge de 74 à 75, c'est parce qu'on avait plus de 24 acheteurs agressifs. C'est pour ça que le marché a bougé. Donc le marché bouge parce qu'il y a plus d'agressivité. Un marché bouge vers le haut parce qu'il y a plus d'acheteurs agressifs que de vendeurs. Un marché bouge vers le bas parce qu'il y a plus de vendeurs agressifs que d'acheteurs. Si je vous demande de retenir quelque chose, vous retenez ça, s'il vous plaît, parce que c'est une information capitale. On va changer un peu la terminologie. Là, je vous ai mis des boules de feu, boules de neige, juste pour que vous vous rappeliez, mais finalement, dans les marchés financiers, on n'a pas ça. Les agressifs sont eux qui lancent des ordres au marché. Et je l'ai marqué ici d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle un market order. Je vais vous montrer après le DOM, un vrai DOM, à quoi il ressemble. Quand vous allez exécuter un ordre, c'est soit vous êtes au marché, soit vous êtes en ordre limite. Et quand vous exécutez un ordre au marché, c'est comme si vous êtes en train de dire au marché, moi je veux acheter à tout prix. Quel que soit le prix, je veux acheter. Quand vous vous positionnez ici, vous êtes un passif. Et c'est ce qu'on appelle un ordre limite ou limit order. Voilà. Donc retenez, market order, c'est les agressifs. Limit order, c'est les passifs. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre un deuxième exemple. Et là, cette fois-ci, ça va être une voiture. Pour ceux qui conduisent, ça, c'est une voiture automatique. Donc, vous avez l'accélérateur ici. Et ici, vous avez le frein. Si je vous demande de retenir quelque chose, toujours faire cette analogie avec les voitures. Un frein, c'est quoi un frein? L'équivalent en trading, c'est les passifs. Un accélérateur, c'est les agressifs. Une voiture sans frein ne va pas s'arrêter. Une voiture sans accélérateur ne va pas bouger. Là, c'est la même chose sur les marchés financiers. Les agressifs, ils apportent quoi? Ils apportent des volumes sur les marchés. Ils frappent les marchés. Ils frappent le DOM. Les passifs, ils apportent la liquidité. Donc, quand on parle de passif, on parle de liquidité. Et quand on parle d'agressif, on parle de volume qui frappe cette liquidité. C'est aussi simple que ça. S'il y a beaucoup de liquidité dans le marché ne va pas trop bouger. D'ailleurs, si on prend l'exemple entre le DAX et le ZN ou le ZP, c'est les bons de trésor américains, allez regarder le DOM du DAX et le DOM du ZN, vous allez voir une grosse différence. Mais si je vous demande de retenir quelque chose, retenez que les passifs apportent de la liquidité au marché et les agressifs apportent des volumes qui tapent cette liquidité. Maintenant, on va donner un peu de réalité à tout ce que je viens de vous expliquer. Je viens de vous expliquer que les agressifs, c'est l'accélérateur et les passifs, c'est le frein. Alors, concrètement, ça donne quoi? Les agressifs, c'est le tape. Les passifs, c'est le DOM. Là, vous commencez à me suivre. Si vous avez compris ce que je viens de dire, normalement, ça, c'est juste la représentation visuelle de ce que je viens de vous expliquer. Alors, le tape, il ne fait que reproduire les trades agressifs. C'est-à-dire que si moi je suis un agressif et que je lance un ordre au marché, un market order, il va apparaître dans le tape. Bon, le time, c'est pas très important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le prix et le volume. Là, par exemple, au prix de 1.14365, on a eu un ordre au marché vendeur de 8. Pareil ici de 15, un ordre au marché acheteur de 3. Donc le tape, il ne fait que reproduire l'agressivité dans le marché. Quand un vrai ordre est exécuté, eh bien, on le voit dans le tape. Le DOM, c'est ce que je viens de vous expliquer, hein. C'est la représentation en termes de jeu, et là, c'est la réalité. Là, j'ai pris l'exemple de Sierra Chart, mais ça pourrait être NinjaTrader, TradingView, etc. Je ne sais pas si vous voulez qu'on regarde TradingView, j'ai pas envie de perdre beaucoup de temps à vous expliquer des trucs comme ça. Mais bon, les outils, comme je vous ai dit, c'est pas le plus important, c'est
c'est de comprendre l'utilité. Là, le DOM, le carnet d'ordre, c'est les passifs. Vous voyez ici sont les vendeurs passifs. Et ici, vous voyez les acheteurs passifs. Les vendeurs et les acheteurs passifs, c'est eux qui apportent de la liquidité au marché. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que ces vendeurs et ces acheteurs passifs, ils vont juste exprimer l'intention d'acheter ou de vendre. Ce n'est qu'une intention. Ce n'est pas un achat, ce n'est pas une vente. Parce que je peux bien mettre un ordre d'achat ici de 500 et quand le marché il arrive ici, ah ben moi je les enlève mes 500. Je laisse un trou dans le DOM. Donc le carnet d'ordre, ce n'est qu'une intention d'acheter ou de vendre. Le tape, c'est vraiment ce qui se passe. C'est la vraie exécution. C'est une vraie transaction qui s'est passée sur le marché. C'est pour ça, moi, je préfère le tape que le DOM. Mais le DOM est super important à comprendre le pourquoi du marché, comprendre qu'il y a plus de liquidité. Un marché qui est attaqué agressivement alors qu'il ne bouge pas, vous avez beaucoup d'agressivité, mais le marché ne bouge pas. Je prends l'exemple de beaucoup d'acheteurs agressifs à un niveau de prix, mais le marché ne bouge pas. C'est pas normal. C'est-à-dire qu'il y a plus de liquidité. Il y a peut-être un vendeur passif qui est en train de ramasser tout ce qui est acheté. Il le vend. Donc, c'est super important de comprendre que le DOM, ce n'est qu'une intention et le tape, c'est vraiment ce qui s'est passé. Alors, maintenant que vous avez compris tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une étude de cas. Ça va être un exercice. Donc, ça, c'est notre carnet d'ordre. Ça, c'est le tape et ça, c'est le footprint. Ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est que le footprint, ce n'est que la reproduction du tape. Et moi, je ne vous demande pas de retenir le tape. Le tape, vous en avez rien à faire. Mais pour comprendre le pourquoi, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui feed notre footprint. D'où ces informations sortent. Le footprint, ce n'est que la représentation graphique, visuelle du tape. Là, je vous ai mis le DOM, le tape et je vous ai mis les 4 intervenants maintenant. Les acheteurs agressifs, les acheteurs passifs, les vendeurs agressifs et les vendeurs passifs. Un acheteur agressif, son ordre, c'est un market order. Donc, normalement, ça, c'est compris. Un acheteur passif, c'est un limit order. Pareil, un vendeur agressif, c'est un market order. Un vendeur passif, c'est un limit order. Ok. J'ai reproduit le tape comme ça, juste, peut-être que ça peut ressembler à rien du tout, mais c'est juste pour vous montrer un peu ce qui se passe sur le marché. Admettons maintenant, vous êtes un acheteur agressif. Donc, vous allez balancer un market order. Quand vous êtes un acheteur agressif, vous frappez le ask, à commencer par le bas, comme ce que je viens de vous expliquer. Donc, ici, il ne reste que donc 12 moins 5, ça fait combien? Ça fait 7. Voilà. Donc là, on vient de balancer un ordre de 5, un ordre agressif à l'achat de 5. Donc lui, l'acheteur agressif, il n'a plus rien. Quand lui, il va balancer cet ordre de 5, donc vous voyez que ici on était à 12, on est passé à 7. Donc le DOM a changé. Dans le tape, ce qui va se passer, c'est que on va avoir un ordre à 74, d'accord, à 5, qui va apparaître ici. Vous le voyez? Hop. Ah, donc l'acheteur qui a balancé un ordre de 5 contrats à 74, au prix de 74, bah, son ordre va apparaître dans le tape et il va apparaître ici. Alors, je vais vous mettre des X partout. Pop, 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 pop. Quand l'acheteur agressif il va frapper le ask, il va apparaître ici. D'accord? Et donc, on va voir un petit 5 qui apparaît. Vous voyez? Très simple. Maintenant, l'acheteur passif, lui, il veut acheter, mais il est patient. Il n'est pas pressé. J'estime que lui, il veut acheter, par exemple, il veut acheter ici. Donc lui, il a 10 ordres qu'il veut balancer. Donc il va les balancer dans le DOM. Donc ça fait 13 plus 10, ça fait 23. Donc lui, quand il a acheté, quand il a balancé son ordre limite de 23, le tape n'a pas bougé, l'order flow n'a pas bougé. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis que pour moi, le plus important, c'est le tape. Le plus important, c'est le footprint. Parce que le footprint, il retrace vraiment l'exécution. Le DOM, l'intention. Maintenant, on va voir le vendeur agressif. Le vendeur agressif, lui, il va balancer un ordre de 19. Alors lui, il est très énervé, quoi. Comme je vous ai dit, quand l'acheteur agressif, il balance son ordre, il frappe le ask. Et quand le vendeur agressif, il balance son ordre, il va frapper le bid. Lui, il en a 19 qu'il veut balancer. D'accord? Donc, il va frapper le bid au marché. Donc, quand il va frapper au marché, il va commencer, comme je vous ai dit, on commence toujours par le haut et on descend. Donc, il commence par 11. Donc, il va frapper 11.
Donc là, il va frapper 11 direct. 19 moins 11, ça fait combien? Ça fait 8. Il vous reste encore 8 à frapper. Et les 11, ils vont disparaître. D'accord? Ces 11 qui vont disparaître, ils vont apparaître dans le tape aussi. Quand il a frappé, il a fait bouger le prix de 74 à 73. On va voir un prix de 73 à 11. Il n'y a pas plus simple que ça, les amis. Lui, on en avait 19. Il a balancé son ordre en premier. Donc, il a balancé 11 contrats d'un coup sur les 73. Et donc, ce qui va se passer, c'est que maintenant, on va voir à 73 au bid, ici, 11. Et le prix, il va descendre à 73. Voilà. Sauf que, il en a encore 8. Donc, il veut balancer. Donc, ici, on voit que 1. Ce qui va se passer, c'est que ce 1, il va disparaître aussi. OK? Et lui, il lui reste 7 encore à balancer. Top. Et il fait bouger le prix à 72. Donc, il était vendeur. Il va faire bouger. Donc, dans le tape, on va voir que ça a bougé du coup à 72, prix de 72. Et il a balancé un ordre. Donc, le prix ici également, il va baisser à 72. À 72, on a un ordre à 1. OK? Voilà. Et là, encore une fois, il en a encore 7. Donc, il va balancer son ordre ici. Donc, 10 moins 7, il reste encore dans le DOM 3. Et il a fait bouger le prix de 72 à 71. 7. Donc, il a balancé 7 contrats à 71. Donc, ici, on va voir dans le bid un volume de 7. Voilà. Et ici, on n'aura que des 0. 0, 0. Voilà, voilà. Bon, c'est tout. Je pense que vous comprenez maintenant pourquoi un marché bouge. Et le vendeur passif, comme l'acheteur passif d'ailleurs, hein, lui, il veut vendre. Quand il veut vendre, il va se mettre quelque part ici. D'accord? On va dire qu'il veut vendre, je sais pas moi, il veut vendre ici. Bon, ça va être 7 plus 3, ça fait 10. Mais on voit qu'il n'a pas fait bouger le marché parce que les limit orders ne font pas bouger le marché. Et donc, il faut s'intéresser au footprint, les amis. Et si jamais le prix remonte, il se rajoute, d'accord? Ici, ça va être 1 plus les ordres qui sont exécutés. Tout ce que je viens de vous expliquer, je l'ai fait vraiment en tant qu'humain. Mais il ne faut pas oublier qu'en face de vous, vous avez des algorithmes. Donc, tout ce que je viens de vous expliquer à la mano tranquille, etc., sur les marchés, ça pèse en millisecondes, en fait. Ici, par exemple, ici, on a un acheteur agressif qui veut acheter 4 contrats. On voit un trou dans le DOM. Et ça, c'est ce qui explique le spread. C'est pour ça qu'on parle en termes de spread. Le spread, c'est quand il y a moins de liquidité dans le DOM et donc tu vas payer plus de spread. Celui qui va acheter au marché, c'est lui qui va se la prendre dans la gueule. Donc toi, tu es un acheteur agressif, tu veux acheter, et bah tant pis pour toi, tu vas acheter à 74, mon gars. Même si le marché était à 71, bah, tu vas acheter à 74. Donc tu vas acheter plus cher. Donc tu vas payer le spread. Tu as un ordre de 4, donc 7 moins 4, ça fait 3. Encore une fois, tu fais bouger le prix de 71 à 74. Tu as vu comment c'est passé rapidement quand il n'y a pas de liquidité dans le marché? Pour ça, il faut toujours chercher à trader des marchés liquides. Super important. 4 contrats, donc il a tapé le ask à 74. Et là, on aura quoi? 4. Et donc, les 4 contrats, ils vont apparaître au prix de 74. Ils vont apparaître ici. Donc, 5 plus 4, ça fait 9. Donc, on va voir 9. Ça s'ajoute à chaque fois. Chaque fois, ça s'ajoute. Et bien évidemment, le prix, il va passer de 71 à 74. Et ainsi de suite. Le footprint continue à être alimenté en fonction des ordres agressifs qui sont lancés dans le marché. Je pense que si vous comprenez ça, sachez que vous faites partie d'une minorité qui comprend les marchés. Parce que si aujourd'hui on pose la question à ceux qui ont déjà fait du trading, pourquoi les marchés bougent, je suis sûr à 1000% que tu auras des réponses totalement différentes. On a qui vont te dire parce que les acheteurs, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. On a qui vont dire parce que la macroéconomie, parce que Macron, parce que la théorie du complot, etc. Chacun va avoir ses raisons. Mais là, on est en train de parler du vrai pourquoi, les amis. Donc, si vous comprenez ça, bah, sachez que vous faites partie d'une minorité. J'assume ce que je dis. Alors, pour conclure, les amis, je vous demande de retenir deux choses. La première, c'est un marché bouge parce qu'il y a plus d'agressivité. Si demain, je te demande, je te pose la question, pourquoi un marché bouge? Et tu me dis, parce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, je vais te bloquer. Tu ne m'intéresses plus comme personne.
Je veux que tu me dises, parce qu'il y a plus d'acheteurs agressifs que de vendeurs, ou il y a plus de vendeurs agressifs que d'acheteurs. Il y a plus d'agressivité dans le marché. C'est pour ça, un marché bouge. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut raisonner liquidité et volume. Pourquoi un marché bouge? C'est juste une question de liquidité et de volume qui frappe cette liquidité. Voilà les amis, j'espère que ça a pu vous apporter de la valeur. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires, motivez-moi un petit peu, comme ça je vois que vous êtes reconnaissant et je continue à vous apporter de la valeur. Et sur ce, je vous dis ciao les amis.